l'invitation, merci à toutes et à tous d'être là. Donc, l'idée de présentation, c'est effectivement d'essayer de voir quels peuvent être les impacts de cette réforme, de cette proposition de loi sur les retraites des femmes. Donc, le projet de loi combine l'instauration d'un système à points, un système dit universel. Je ne reviens pas en détail dessus, ça vient d'être largement commenté, et la fixation d'un âge d'équilibre, même si bon, il est théoriquement toujours en discussion, mais il sert quand même de base pour la présentation des résultats dans l'étude d'impact qui était annexée au projet de loi. Il y a aussi des éléments complémentaires qui ont été dévoilés depuis la publication du projet de loi et de l'étude d'impact, notamment sur les retraites des femmes. Donc j'essaie de les intégrer également à la présentation. Mais de manière générale, ce qu'on a entendu beaucoup dans le discours du gouvernement, c'était que les femmes faisaient partie des grandes gagnantes de la réforme, notamment à travers une meilleure prise en compte des carrières dites hachées ou morcelées. Donc ce que je vais essayer de vous montrer là, c'est qu'on peut quand même se poser la question de savoir si cet argument tient, au vu des éléments qu'on a et qui sont franchement limités, ça a déjà été dit également. Donc la retraite, on peut considérer en fait que c'est une sorte de miroir grossissant de toutes les inégalités qui se sont cumulées au cours du cycle de vie, tout au long de la carrière professionnelle. Donc c'est des inégalités entre femmes et hommes en termes d'accès à l'emploi, en termes de temps de travail, en termes de type de contrat et en termes de salaire évidemment. Si bien que les retraites des femmes sont inférieures d'environ 40% à celles des hommes quand on regarde juste les retraites de droit direct, donc avant justement la prise en compte de tous les mécanismes de solidarité qui existent dans notre système de retraite. Et quand on prend en compte justement ces mécanismes de solidarité, donc pour les femmes, il y a en particulier la majoration de durée, donc 8 trimestres par enfant dans le privé et pour les 2 premiers enfants, et aussi de pension pour le 3e enfant, des trimestres éventuellement attribués pour maladie ou chômage, le fameux minimum contributif et les pensions d'inversion en cas de décès du conjoint. Donc tous ces mécanismes de solidarité, ils contribuent à réduire, donc pas à zéro, mais quand même beaucoup, l'écart de pension qui existe entre les hommes et les femmes, si bien que les retraites moyennes des femmes sont à peu près à 1 300 € et celles des hommes à 1 800 €. Alors, l'étude d'impact qui était présentée avec le projet de loi donne des éléments très très insuffisants pour arriver à comprendre les effets potentiels de la réforme sur les femmes. En particulier, les 4 types de salariés qui étaient proposés pour illustrer les effets de la réforme sur le niveau des pensions et les taux de remplacement. Donc les 4 types qui étaient proposés pour le secteur privé. Parmi ces 6 cas types, il y avait 5 carrières complètes. Alors qu'on sait qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui n'arrivent pas à avoir une carrière complète. Donc les carrières en question représentaient relativement mieux des carrières masculines. Donc plus exactement, il y avait une carrière dite ascendante, une carrière très ascendante, une carrière au salaire moyen, une carrière au SMIC à temps complet et une carrière au SMIC à temps plein, mais toute complète. Et la seule carrière dite heurtée qui était proposée pour illustrer les effets de la réforme, c'est une carrière de quelqu'un qui est en emploi à temps complet jusqu'à 42 ans, qui tombe au chômage, qui est d'abord sur du chômage indemnisé, puis non indemnisé, puis qui tombe en inactivité jusqu'à la liquidation de sa retraite. Donc ça, c'est effectivement une carrière qu'on peut qualifier de heurtée, mais c'est pas du tout une carrière qui correspond à une trajectoire féminine. En fait, si on essaie de se demander à qui ça peut correspondre, c'est peut-être un salarié de l'industrie qui à un moment est licencié et qui n'arrive pas à retrouver un emploi par la suite, mais ça ne correspond pas du tout, enfin pas spécialement en tout cas, à une carrière féminine. Donc la seule carrière heurtée qu'on avait pour essayer d'illustrer les effets de la réforme, ça ne correspond pas non plus aux carrières heurtées telles qu'elles existent pour les trajectoires des femmes. Autre gros problème dans les cas types qui étaient présentés, c'est que les personnes présentées n'avaient pas d'enfants. Or, en France, il y a presque 90% des gens qui ont des enfants. Alors, c'est aussi le cas des hommes, évidemment. Simplement, comme on sait que les enfants ont des effets beaucoup plus marqués sur les trajectoires professionnelles des femmes, le fait de ne pas les prendre en compte dans l'étude d'impact est beaucoup plus problématique pour comprendre l'effet de la réforme sur les femmes. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est justement à quoi ressemblent les carrières des femmes. Donc les carrières des femmes, c'est souvent des carrières interrompues ou avec des passages à temps partiel liés aux naissances d'enfants. Et ces effets sont de plus importants au fil des naissances. Donc pourquoi ne pas avoir essayé de créer un peu des cas types qui correspondraient aux trajectoires féminines, alors
alors même qu'en éco et en sociaux, on a quand même beaucoup de travaux qui permettent d'avoir justement des exemples de trajectoires type. Donc je vais en présenter quelques-unes après, mais ils n'ont pas du tout été mobilisés justement pour dessiner ces cas types. Et par ailleurs, ce qui est aussi extrêmement gênant dans la manière dont les choses étaient présentées, c'est qu'on n'a aucune idée d'un ordre de grandeur de ce que peut représenter chaque cas type. En fait, ce qui aurait été utile, ça aurait été d'avoir tel type de trajectoire qui concerne à peu près 20% des femmes ou des hommes se retrouvent dans tel type de situation et arrivent à telle retraite. On n'avait absolument aucun ordre de grandeur sur ça. Donc, quelques graphiques rapides pour vous montrer qu'on sait quand même des choses, et je pense que vous en savez déjà aussi beaucoup, sur le fait que les situations professionnelles des hommes et des femmes sont très différentes. Donc là, c'est juste une présentation de ce qu'on avait appelé un type de continuum de l'emploi à temps complet jusqu'à l'inactivité, en passant par l'emploi à temps partiel, le temps partiel plus ou moins long, 4 jours par semaine en gros ou moins, le chômage et le halo du chômage. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que donc à gauche, vous avez les hommes, à droite, les femmes, et c'est en fonction de l'âge des enfants éventuels. Et donc en fait, ce qu'on voit, c'est que les continuums d'emploi des hommes se déforment très peu selon qu'il y a un enfant de moins de 3 ans, un enfant de moins de 18 ans, ou pas d'enfant de moins de 18 ans, alors que pour les femmes, le temps complet qui est en bleu en bas décroît au fur et à mesure, en fonction de l'âge des enfants. De même que le temps partiel plus ou moins long a tendance à croître avec la présence d'enfants en bas âge. Le chômage reste à peu près stable, les femmes sont autant touchées par le chômage maintenant que les hommes. Et puis le halo du chômage et de l'inactivité croît énormément en présence d'enfants. Donc on a encore, là c'est en statique, mais on a encore des grosses différences dans les situations d'emploi des hommes et des femmes. Il y a aussi plein de travaux, je vous disais, qui regardaient les choses en dynamique. Donc quand on regarde, alors évidemment il y a des questions de génération, bien sûr, les trajectoires changent, mais quand on regarde ce qui a pu être fait sur les trajectoires des femmes, on se rend compte que les trajectoires où les femmes sont toujours actives, en particulier à temps plein, sont à peu près 50% des femmes, mais ensuite on a plein de situations très différentes, avec des interruptions, des transitions durables vers le temps partiel, beaucoup des interruptions, puis une reprise à temps partiel, donc des situations beaucoup plus contrastées. Donc ça, c'était sur un travail de 2012 de personnes de l'UNED, sur la base de l'enquête biographie et entourage. Et c'est aussi ce qu'on trouvait à la DARES Cameria et Oana Calabrezzo sur une enquête SIP, donc santé itinéraire professionnelle, sur des générations un petit peu différentes. Et donc là, donc c'est des typologies, donc c'est pas dans chaque groupe il y a aussi de l'hétérogénéité, mais en gros on voit que le temps complet avec des emplois relativement longs, ça concerne à peu près 50% des femmes, mais après on a des situations très variées avec des emplois plutôt longs mais plutôt à temps partiel, ou alors du temps complet mais du temps partiel à partir de 35 ans, ou alors de l'inactivité et du temps partiel à partir de 35 ans, etc. Donc on voit qu'on a effectivement des trajectoires très différentes et beaucoup plus hétérogènes pour les femmes. Donc, deux points qui me semblent intéressants, c'est que le fait que l'étude d'impact est complètement oubliée, c'est les cas types qui auraient pu être des cas types plus proches des trajectoires féminines. Je pense que ça pose plus généralement la question, et ça nous la pose aussi à nous en tant que chercheurs, de notre capacité à analyser les politiques publiques avec des indicateurs ou des schémas qui sont adaptés aux situations masculines et qui ont pu être pensés comme ça au départ, et quand on les applique à des situations féminines, qui fait qu'on invisibilise les problèmes, on ne voit pas forcément ce qui se passe si on utilise les mêmes indicateurs. Donc évidemment, dans un monde idéal, on voudrait bien pouvoir utiliser les mêmes outils et les mêmes indicateurs pour analyser les situations de tout le monde, mais finalement, cette approche universelle peut parfois conduire à invisibiliser sur certaines situations, notamment pour les femmes. Et donc dans le cas des cas types, même s'ils étaient imparfaitement adaptés aux situations des femmes, ils ont quand même été appliqués à des cas de femmes avec 2 enfants. Du coup, les femmes, dans l'étude, juste avant la publication de l'étude d'impact, il y a eu des fuites, notamment dans le Parisien, qui montraient ce que donnaient les calculs quand ils avaient quand même été appliqués avec des femmes à qui on avait soumis quand même quelques enfants. Et en fait, ces cas types, sur les 6 cas types du privé, il y en avait 4 qui étaient défavorables, et donc, du coup, ils ont été enlevés de l'étude d'impact. Donc, c'est pas extrêmement rassurant sur les effets réels de la réforme sur les femmes. Donc voilà, on n'a pas beaucoup d'éléments chiffrés, c'est un des gros problèmes de l'étude d'impact pour arriver à voir ce que la réforme peut avoir comme effet sur les femmes. Mais si on essaye d'imaginer ce que ça peut faire en fonction des mécanismes qu'on nous donne, qu'on nous présente,
Le fait de prendre en compte toute la carrière pour le calcul de la pension, pour les femmes qui ont plus de mauvaises années, ça peut avoir des effets négatifs, et l'instauration d'un éventuel âge d'équilibre qui devrait reculer avec l'espérance de vie peut également avoir des effets spécifiques sur les femmes. Donc sur le niveau des pensions, il y a potentiellement une meilleure prise en compte de certains cas de figure, par exemple sur les temps partiels très courts. Donc il peut y avoir des effets positifs qui jouent. Sauf que comme les mauvaises années ne disparaissent plus dans le calcul de la pension, on n'arrive pas à savoir quel effet va dominer l'autre. Et là encore, on n'a pas vraiment de données pour arriver à savoir ce qu'il en est. Et puis un effet évidemment sur l'âge de départ à la retraite, puisque en particulier avec une majoration pour enfants, 2 ans par enfant, c'est quand même beaucoup, donc ça peut permettre à les femmes de partir relativement plus tôt en retraite. Et l'argument qui est avancé dans l'étude d'impact, c'est que certaines femmes avec des carrières incomplètes n'auront plus à attendre l'âge de suppression de la décote, donc 67 ans, pour partir à taux plein. Mais en fait, ça oublie une autre partie des femmes plus importantes, qui sont les femmes qui, jusqu'à présent, pouvaient partir plus tôt et qui maintenant vont devoir attendre l'âge d'équilibre, 65 ans, et éventuellement plus si ça recule avec les générations, pour ne pas subir de décote. Donc voilà ce qu'on peut un peu anticiper. Alors sur les mesures qui sont envisagées, les mécanismes de solidarité, le changement dans les mécanismes de solidarité, le remplacement de la majoration de la durée d'assurance, donc l'histoire justement d'attribuer des trimestres pour les naissances d'enfants, cette majoration de la durée d'assurance serait remplacée par de la majoration de pension. Donc ça a des effets à la fois sur la durée pour atteindre le taux plein et sur le montant de la pension. Donc je vous disais, sur la durée pour atteindre le taux plein, si on enlève ces trimestres attribués pour enfants, même s'ils n'ont pas été vraiment cotisés, mais on les donne, ça veut dire que finalement, les 5%, c'est une bonification de 5% de la retraite qui serait attribuée. Donc il y a eu un petit changement qui a été justement mentionné par le gouvernement, c'est-à-dire qu'au début c'est 5% pour n'importe lequel des 2 parents, enfin que les parents pouvaient se partager. Il a quand même été dit que compte tenu du fait que les pères ont des pensions supérieures liées à leur salaire supérieur, il y avait évidemment, si on était parfaitement rationnel, toujours, mais disons qu'il y avait peut-être une tentation de donner la pension aux pères. Donc du coup, pour corriger ça, le gouvernement a dit qu'il y aurait 2,5% attribués automatiquement aux mères, et puis que pour les 2,5% restants, les parents s'arrangeraient. Donc ça veut dire que les mères ont au moins 2,5%. Ce qu'il faut avoir en tête, évidemment, la situation derrière, c'est que les tâches domestiques et parentales sont encore réalisées à 70% par les mères, donc il y a toujours ce décalage. Et donc, même si on attribue du 2,5% à la mère, que va-t-il se passer sur les 2,5% restants? Et par ailleurs, même si les 5% sont attribués à la mère, on pourrait se dire que ça veut dire que finalement, un enfant permet une bonification de 5%, sauf qu'avec la mise en place de l'âge d'équilibre, où quand on part une année plus tôt, on a un malus de 5%, si on raisonne un peu de manière peut-être simpliste, on pourrait dire que dans ce cas, l'enfant ne permet de gagner qu'une année par rapport à 2 actuellement. Donc voilà, il y a des effets un petit peu ambigus, pour le moins ambigus. Autre point sur les pensions de réversion, donc ce qui est prévu par le projet de loi, c'est qu'on attribuerait 70% des pensions du couple aux conjoints survivants. Ça, c'est plutôt favorable aux couples relativement plus inégalitaires. Mais bon, les pensions de réversion, c'est quand même quelque chose d'important pour arriver à maintenir le niveau de vie des femmes. Et puis, il y avait une grosse inquiétude sur le cas des divorcés, qui a été, là, pour le coup, corrigé aussi le 14 février, puisque les personnes séparées pourront être divorcées, pourront percevoir, enfin, ça ouvre 2 droits, finalement. Les personnes divorcées pourront aussi avoir 50% de la pension de leur ex-conjoint, proratisée à la durée du mariage. Et puis, dernier point qui est évoqué et qui peut avoir un effet fort sur les pensions des femmes, c'est le minimum contributif, donc un mécanisme qui vient relever les pensions des personnes qui ont eu des très faibles salaires. Sauf que ça a déjà été évoqué, ce mécanisme ne s'applique que pour les carrières complètes, enfin le minimum à 85% du SMIC, c'est si on a une carrière complète. Et puis ça marche que si on a atteint l'âge d'équilibre. Donc si on n'a pas une carrière complète, il est proratisé. Henri rappelait tout à l'heure sur la base de 43 années, donc c'est le seul cas pour lequel on garde une référence assez claire à la durée.
si bien que voilà, tout le monde ne va pas être à 85% du SMIC à la retraite, loin de là, sur les toutes petites pensions. Il restera des toutes petites pensions. Et puis deux derniers points. Un sur la pénibilité. Donc il y a beaucoup de flou évidemment sur la prise en compte de la pénibilité, vous le savez. Parmi les critères de pénibilité supprimés, si on essaie d'avoir une analyse un peu genrée de ces questions-là, parmi les critères de pénibilité qui ont été supprimés, certains concernent particulièrement les femmes dans certains métiers qui sont en plus en croissance, donc tous les métiers du care. Donc sur le port de charges lourdes et dans une moindre mesure les risques chimiques, c'est vrai que la suppression de ces critères pour l'instant du compte cette suppression est inquiétante si on pense au métier du care où justement il y a du port de charges lourdes, donc essentiellement de gens dépendants ou âgés. Par ailleurs, les critères de pénibilité sont assez restrictifs et ils bénéficient dans leur forme actuelle à 75% aux hommes. Donc ça pose aussi la question à nouveau de savoir quels indicateurs on utilise pour arriver à bien apprécier la pénibilité de métiers féminins. Et les pénibilités des métiers féminins sont peut-être un peu différentes des pénibilités des métiers masculins. Donc en France, on a des enquêtes qui sont très bien faites sur la question, notamment l'enquête Summer qui permet d'avoir, qui est faite par les médecins du travail, qui permet d'avoir une appréciation d'un certain nombre justement de pénibilité. Et ce qu'on voit, c'est que dans les métiers féminins, il y a d'autres aspects de la pénibilité, donc notamment par exemple ce qu'on appelle le job strain, donc l'idée qu'on a une forte demande mais très peu de latitude pour y répondre. Voilà. Et puis par ailleurs, sur la pénibilité, il y a aussi une source d'inquiétude qui est liée au fait qu'il y a des dispositifs qui disparaissent, les dispositifs de départ anticipé dans le secteur de la santé où les femmes sont surreprésentées. Et on peut vraiment se poser la question de savoir s'il y a des métiers qui sont soutenables à partir d'un certain âge. Et donc oui, par exemple, il y a des soignantes, des infirmières qui avaient des dispositions plus favorables. Et ça fait le lien avec l'effet sur les fonctionnaires. Donc je parle du secteur de la santé, mais de manière générale, les femmes sont surreprésentées dans la fonction publique et également dans le secteur de l'éducation. Voilà. Et dans ce cas, l'impact de la réforme va aussi dépendre d'hypothétiques revalorisations salariales. Et donc ça fait écho à ce que le Conseil d'État a dit sur le fait qu'on ne pouvait pas mettre dans la loi le fait qu'on aurait des revalorisations salariales plus tard. De la prise en compte justement de la pénibilité, notamment dans le secteur de la santé avec la suppression des catégories dites actives, et puis des taux de prime en fin de carrière, ça a été également évoqué avant, qui sont extrêmement variables et qui sont en moyenne plus faibles pour les femmes. Donc sur les grandes gagnantes, un retour sur cette histoire de grandes gagnantes. Pourquoi du coup les femmes seraient les grandes gagnantes de la réforme après ce qu'on vient de dire? Donc il y a peut-être quelques éléments positifs, donc le léger relèvement du minimum contributif et l'indexation sur les salaires plutôt que sur les prix. Malgré tout, les questions qu'on peut se poser, c'est si la part des retraites dans le PIB stagne ou même décroît, puis c'est ce qu'on a vu, est-ce que les femmes ne seraient pas plutôt les moins perdantes d'une certaine manière? Et il y a toujours un peu un flou sur les gagnants et les perdants, ou le fait qu'on parle de la réduction des inégalités. Donc évidemment, si on réduit les inégalités par le bas, on peut dire qu'il y a moins d'inégalités, c'est bien, mais par le bas, finalement, peut-être que c'était pas exactement ce qu'on voulait néanmoins. Autre point, dans les raisonnements gagnants-perdants, toujours observer combien gagnent les 10 gagnants et combien perdent les 10 perdants. Ça, c'est quelque chose qui a l'air de beaucoup jouer quand même, quand on essaie de comparer notamment par décile. J'ai repris un graphique d'une note de l'IPB qui montre quels sont les montants de pensions par décile. Je ne suis pas sûre qu'on ait toujours en tête le très faible niveau des pensions sur les premiers déciles. Et dans certaines analyses, notamment par exemple justement dans certains chiffrages de l'IPB, les femmes sont présentées comme les gagnantes. C'est lié au fait qu'elles ont des petites pensions, sauf que c'est des chiffrages qui ont été faits sans prendre en compte les mécanismes de solidarité. Alors qu'on sait que justement c'est quelque chose qui contribue énormément à remonter les pensions des femmes et à les faire partir plus tôt. Donc attention aussi à ces chiffrages-là. Et puis par ailleurs, ça veut aussi dire que si les grands gagnants, c'est les premiers déciles, ça veut peut-être dire qu'on passe d'une pension de 200 € à 220 €. Donc on peut appeler ça un grand gagnant ou une grande gagnante, mais il faut quand même justement avoir en tête l'ampleur des montants.
voilà, et sachant que dans ces cas-là, si la personne est seule, elle sera rattrapée potentiellement par le minimum vieillesse, et si elle est en couple, il y aura, ce sera probablement la retraite du conjoint, ou éventuellement une pension de conversion si le conjoint décède, qui va jouer sur le niveau de vie. Et donc, du coup, il faut effectivement avoir en tête que quand on parle des gagnants sans parler des mécanismes de solidarité, c'est un peu biaisé. Donc ça, c'est ce qu'il faut avoir en tête quand on regarde certains chiffrages. Et puis par ailleurs, il y a voilà, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas d'exemple des effets de la réforme sur les carrières heurtées avec enfants, c'est très difficile d'avoir en tête les effets à la fois sur le temps de travail qu'il faudra avoir et sur le montant de la retraite. Voilà, et je profite de cette présentation pour vous annoncer, pour faire un peu de pub, pour vous annoncer la parution d'un 4 pages du Centre d'études de l'emploi et du travail et une conférence qui aura lieu mardi prochain de 14h à 17h au CNAM. Le CET fait partie maintenant du CNAM, sur la réforme des retraites qui sera animée par Sandrine Foulon d'Alter-Eco, voilà, avec différentes interventions, Annie Jolivet, Julie Landour et Esther Volkov, et les auteurs, tout le collectif de chercheurs qui vont contribuer à rédiger ce 4 pages du CET. Voilà, je vous remercie. Alors, donc on va maintenant écouter Ricardo, qui est spécialiste de la question, qui est économiste, parce qu'on invite aussi des gens sérieux, ça nous arrive. Donc Ricardo, je suis désolé parce que